pourquoi des Français espionneraient-ils dans le contexte actuel des choses le Burkina Faso? Loin s'en faut, puisqu'on l'a déjà vu ce cas de figure à l'époque dans le fleuve Congo. Il y avait un animateur de jeux télévisés qui s'appelait, je ne sais plus son nom d'ailleurs, mais qui a été tué là-bas, littéralement. Alors à l'époque, ils avaient annoncé que ce malheureux était mort alors qu'il faisait une émission de télévision. On s'est rendu compte par la suite que c'était un agent des services secrets français qui était sur place et qui, en même temps, sous couvert d'une émission de jeux télévisés, la chasse au trésor, eh bien, espionnait le pays. Donc ça, c'est pas une surprise, hein, c'est le jeu des États, hein, il y a pas de surprise là-dessus. L'espionnage est un exercice dans lequel ils sont passés maîtres. Et pourquoi Burkina? Simplement parce qu'on essaie de comprendre, on essaie de prendre la température de l'eau. Le phénomène qui s'est produit avec l'affaire de... D'abord, ça a commencé, oublions jamais, hein, ça a commencé quand même en Centrafrique, où les Français ont laissé littéralement s'installer la possibilité qu'il y ait une guerre civile, donc une destruction éternelle du pays, littéralement, puisqu'une fois qu'on va rentrer dans une guerre civile, pour en sortir, c'est compliqué. Ils avaient laissé faire ça avec les Balaka, anti-Balaka, sénéca, musulmans, chrétiens. Ils avaient organisé vraiment cet exercice dans lequel ils excellent, le diviser pour mieux régner. Et ça a conduit pratiquement à une guerre civile. Très rapidement, l'intervention russe a garanti à la fois que les FACA, que les forces armées gouvernementales de la Centrafrique reprennent le dessus, qu'ils stoppent ces ingérences et surtout ces tueries qui avaient lieu régulièrement, qui étaient à destination de créer une sorte de clivage communautaire religieux, alors qu'en réalité, c'est le même peuple. Ils ont stoppé cela et ça a été très bénéfique au pays. En moins de 6 mois, ils ont ramené la paix civile et reconquis 90% du territoire, ce qui n'est pas rien pour un pays de territoire aussi immense, parce qu'on ne se rend pas compte des échelles, mais enfin, quand tu vois les Centrafrique, c'est considérable. La plupart des pays africains sont quand même quasiment des pays qui dépassent toutes les superficies des pays européens de l'Occident. Donc simplement pour dire que lorsqu'ils ont fait ça, les Russes, ça a porté ses fruits. Ensuite, le Mali s'est rendu compte de cela et donc a adopté la même méthode, des méthodes assez radicales, il faut le reconnaître, les Russes ne sont pas dans la dentelle. Lorsqu'ils veulent en finir avec un ennemi, c'est la vraie guerre, quoi. Ils ne font pas semblant. Bilan des courses, 6 mois plus tard au Mali, plus terroristes, plus de massacres de masse, c'est fini, ça s'est calmé. Et ça s'est déporté sur les malheureux burkinabés qui eux-mêmes ont compris qu'il fallait parier sur un partenaire solide comme la Russie. Donc je pense qu'ils vont s'orienter, c'est pas encore le cas aujourd'hui, de plus en plus vers cela. Et donc ce qui pose problème aux Français, c'est que pourquoi ils espionnent, ils veulent savoir, ils veulent comprendre ce qui se passe au sein des populations civiles. Est-ce que réellement les drapeaux russes qu'on voit un peu partout sont réellement spontanés ou est-ce que c'est le fait de la propagande russe qui, du jour au lendemain, leur a donné le drapeau pour leur dire dégagez-nous la France. Donc ils veulent le comprendre. Alors c'est très surprenant parce qu'ils ont quand même une petite idée de l'insatisfaction des populations. Rappelons-nous tout de même que le convoi militaire français qui a traversé 3 pays africains a quand même tiré dans les populations civiles qui refusaient le passage de ces convois, donc simplement parce qu'ils ne peuvent plus y aller par les voies aériennes. Rappelons-nous tout de même aussi que lorsque la France arrive quelque part, en règle générale, ça ne se passe pas très bien. On se souvient du Liban, par exemple, avec le Drakkar, où ils ont quand même fait sauter un immeuble où il y avait des soldats français. Donc ce qui se passe, c'est que cette impopularité est conduite et la conséquence à la fois de l'image d'un pays impérialiste qui vient sur place, qui est très condescendant et méprisant, mais surtout le fait qu'en plus, ça ne garantit même pas la paix civile, puisque les meurtres et les tueries de masse continuent dans le nord du pays. Et cette question-là, la question sahélienne, qui est une question centrale en Afrique, puisque si le Sahel est pacifié, autant vous dire que le développement économique va s'accélérer. Aujourd'hui, la question de la sécurité a été mise en question. Les Français envoient peut-être, c'est pas confirmé, mais enfin, on prend peut-être le chemin, on voit sans doute des agents pour vérifier ce qui se passe, peut-être éventuellement pour faire les coups de barbouze. On l'a vu avec Bob Denard à l'époque. Hein. On envoyait du renseignement, puis après on en finissait avec les chefs d'État. Et je parle de la question du Comore, des îles Comores. Et aujourd'hui, quand ils font ça, c'est peut-être encore une fois pour cela. On se souvient qu'en Centrafrique, il y a eu des tentatives d'assassinat de Touadéra. Donc ça, c'est un truc qui a du sens. Et je pense que le fait que les militaires reprennent les choses en main, alors c'est triste à dire, mais lorsque l'armée reprend les choses en main dans les pays, quels qu'ils soient d'ailleurs, hein, pas seulement en Afrique, mais en Asie ou en Europe, quand l'armée reprend les choses en main, eh bien, c'est un coup réglé. La situation très rapidement s'améliore parce que la sécurité est mise en place et parce que le système militaire, qui est un système très organisé, très structuré et très rigide en termes d'organisation, permet parfois, on l'a vu aussi en Chine par exemple, le développement économique. Oui, c'est pas forcément la démocratie qui apporte le développement économique. L'Europe a été développée par des dictatures ou par des chefs très autoritaires. L'Asie, c'est pareil. L'Amérique du Sud aussi. Donc, c'est vrai que chaque fois qu'on a un chef de guerre qui est à la tête de l'État, en général, ça se passe en coupe réglée. Ça marche bien, ça accélère le processus de développement et ça garantit après le passage à la société civile, donc à un pouvoir civil. Mais aujourd'hui, si les Français envoient ou enverraient des espions là-bas, ce qui est logique, hein, c'est une bonne guerre, c'est simplement parce qu'ils sont inquiets. Ils se demandent ce qui se passe, ils se demandent vers où va l'Afrique.
Alors, aujourd'hui, le monde est divisé en deux catégories, l'Est et l'Ouest, mais ce n'est plus des catégories politiques de type communiste, anticommuniste. Aujourd'hui, on est sur autre chose. On est sur impérialiste, anti-impérialiste. Et c'est vrai que le camp russe, qui est perçu par l'Occident comme impérialiste, en Afrique, il est considéré comme étant le camp de la liberté. Donc c'est vrai qu'on se pose la question, mais en même temps, les populations, je rappelle tout le temps, africaines qui sont très instruites et qui sont très éduquées et qui lisent beaucoup, savent parfaitement quels sont leurs partenaires et leurs ennemis. Ils sont parfaitement au courant de cela. À vous entendre, vous avez notamment cité le cas de la République centrafricaine avec la sécurité finalement qui s'est installée progressivement grâce à l'intervention du partenaire russe. Vous avez cité le cas du Mali. À vous entendre, on a l'impression que la menace djihadiste quand même au Burkina Faso, il faut le dire, n'a pas totalement disparu. D'ailleurs, selon certains, elle ne cesse de progresser. On a le sentiment que cette menace djihadiste va bientôt disparaître. Je suis persuadé, j'avais annoncé à l'époque, bon, je suis pas devin, je veux dire, malheureusement l'histoire se répète à chaque fois. J'avais annoncé que si les Russes intervenaient et qu'ils mettaient les moyens nécessaires pour cela, sachant que les groupes djihadistes restent quand même malgré tout peu équipés, c'est pas non plus une armée gouvernementale avec du renseignement, avec des avions de combat, il n'y a rien de tout ça. Ce sont juste des groupes un petit peu de voyous qui se baladent d'un point à l'autre, qui font du pillage, qui font de la razzia, mais qui ne sont pas très équipés. Donc si un État structuré met le paquet, en l'occurrence là aussi très structuré, avec un État qui la reçoit et qui se restructure, car la question de savoir si l'armée du Mali ou les FAMA ou les FACA, toutes ces armées existent, mais elles sont peu équipées. Quand elles sont équipées, le résultat est assez probant. Donc avec un bon encadrement militaire, avec un bon apprentissage des armes de combat de qualité, on ne parle pas des armes de la ferraille vendues par les Français de mauvaise qualité, effectivement, il y a des résultats. Alors quand vous me demandez si ça progresse, bah, on le voit bien. 6 mois pour la Centrafrique, 6 mois pour le Mali, au bout de 6 mois, le résultat est là, il n'y a plus de massacre à grande échelle. Ils ont quand même essuyé près de 30 000 pertes. C'est pas rien ce qui s'est passé là-bas, parce que tout le monde oublie les chiffres, mais c'est quand même des villages entiers qui étaient rasés. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, et je pense que le mouvement se va vers l'Est. On voit bien que les djihadistes ont tendance à fuir, preuve de leur faiblesse. Vers l'Est, c'est ces mêmes djihadistes qui venaient d'Algérie qui ont fui l'armée algérienne, n'oublions jamais. L'armée algérienne ayant les mêmes méthodes de combat que l'armée russe, puisqu'elle est formée de façon pléthorique par l'URSS à l'époque et aujourd'hui par la Russie, est équipable par la Russie et ne compose pas avec le terrorisme. Eh bien, c'est ce qui se passe actuellement et les résultats, au bout de 6 mois, je pense, si le Burkina choisit le partenaire russe et s'il maintient la relation avec la Chine, eh bien, s'ils choisissent ces méthodes-là, effectivement, il est fort probable qu'ils en finissent avec le djihadisme qui ira se déporter. Et on le sait déjà, c'est déjà dans les états-majors algériens, ils y pensent déjà. J'ai eu l'occasion d'en parler à la télévision récemment algérienne. Ça risque de se déporter tout simplement à destination du Niger. Et le Niger, n'oublions jamais, c'est une pierre angulaire par rapport aux besoins, une 30% des besoins énergétiques français, par rapport à ces fameux uranium, mais pas seulement. Le Niger, c'est aussi la coretransmission entre le gaz du Nigeria qui est en train de se mettre en place, le gazoduc qui doit traverser tout le Niger pour rejoindre toute l'Algérie jusqu'à l'Afrique du Nord, au port d'Algérie, du nord de l'Algérie. Donc le Niger devient, pour les Algériens, un endroit central et c'est une des raisons pour lesquelles l'Algérie a augmenté sa relation avec le Niger pour garantir que le djihadisme n'aille pas prendre une place prépondérante au Niger. Donc ils vont tout certainement faire un effet détour entre l'Algérie d'un côté, le Niger qui va peut-être appeler les forces russes, qui sait, ça peut arriver. Hein. Bazoum aujourd'hui a tendance à être un peu pro-français, mais ça peut ne pas durer. Mais ce qui est certain, c'est que le phénomène djihadiste qui ne trouve plus de refuge au Mali, c'est fini. Au Burkina, ça va sans doute se finir, va se réfugier vers Niger et peut-être, qui sait ailleurs, mais au moins le Niger, c'est une certitude, c'est sur leur chemin. À ce moment-là, il y aura des résultats. Mais il est évident, et je le répète, par 2 fois, les Russes sont intervenus, par 2 fois, au bout de 6 mois, ils avaient nettoyé la place. Donc il est probable que si le Burkina choisit effectivement le partenaire russe, il ait les mêmes résultats. Ces explications. Alors, puisque Afrique Média, le monde, c'est nous.